Allez, c'est parti. Donc, on finit déjà rapidement le chapitre sur les mécanismes réactionnels. Ça va aller assez vite. Il nous restait que la fin et il va nous rester du temps pour faire quelque chose sur la cinétique, enfin sur la feuille de cinétique. Alors, un petit mot sur la catalyse hétérogène. Donc, je rappelle, catalyse hétérogène, ça veut dire que dans le système, on va avoir plusieurs phases et assez souvent, on a une phase solide, le catalyseur est un solide. On va distinguer 5 étapes dans le processus. Donc ça, c'est pas à savoir. Hein. Quand je vous mets c'est culturel, ça veut dire que c'est pas à retenir. Mais c'est juste qu'on peut être amené à vous décrire, on peut vous proposer un exercice où on décrit tout le processus. Donc rien à retenir là-dedans, mais pour votre culture, c'est bien. Donc on va décomposer le processus en 5 phases différentes. Il y a une première phase qui est la diffusion des réactifs vers le catalyseur. Il faut que les réactifs arrivent sur le catalyseur. Ensuite, ces réactifs vont se fixer sur le catalyseur. C'est ce qu'on appelle une adsorption. C'est pas une faute de frappe. Hein. On dit bien adsorption. Je n'arrive pas à attraper. Ça y est. Voilà, on dit bien adsorption et pas absorption. C'est bien un D. Et c'est une fixation par des liaisons faibles en général. C'est soit des liaisons chimiques type Van der Waals, soit ce qu'on appelle de la physisorption, c'est-à-dire que ça s'emboîte juste comme des Legos, sans liaison particulière. Donc les réactifs se fixent sur le catalyseur. Ensuite, la réaction se fait sur la surface du catalyseur, donc entre les réactifs qui sont adsorbés et ça forme des produits qui restent accrochés au catalyseur. Donc on parle de produits adsorbés. Et ensuite, on a la même chose en sens inverse de ce qu'on a eu au départ, c'est-à-dire qu'on va décrocher les produits. C'est la phase dite de désorption. Donc les produits se décrochent du catalyseur. Et enfin, ils vont diffuser dans tout le milieu réactionnel. En général, sur l'ensemble de ces phases, les phases les plus lentes sont les phases 2 et 3. Et en pratique, il faut un catalyseur qui a une grande surface spécifique de façon à augmenter la vitesse. Souvent, c'est ce qui va limiter le processus, c'est la surface du catalyseur. Alors, exemple quand même dans la vie quotidienne, le pot d'échappement catalytique. Donc, normalement, les voitures sont équipées d'un pot dit catalytique, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un catalyseur. Le catalyseur est à base de métaux précieux, il y a du platine, du rhodium, c'est des catalyseurs relativement compliqués. Et ces catalyseurs sont déposés sur un support. Donc, ce n'est pas un morceau de métal. Hein. Quand un catalyseur est solide, il est plutôt sous forme d'une poudre fine, très très fine, avec une grande surface. Et du coup, il faut un support pour que ça tienne mécaniquement sur un... Il faut qu'il se tienne. Donc, le catalyseur, son rôle dans ce cas-là, ça va être de favoriser les combustions pour qu'elles soient le plus complètes possible. Donc, si vous vous rappelez ce qu'est une réaction de combustion, c'est une réaction avec le dioxygène qui va conduire à CO2 plus H2O quand on a affaire à des hydrocarbures. Et normalement, à la sortie d'un catalyseur, on devrait avoir uniquement les espèces qui sont là, c'est-à-dire N2, CO2 et H2O. Alors, ça bouge un peu, parce que dès que je touche ce truc-là, ça fait bouger le PDF. Bon, on va faire avec. Donc, à la sortie d'une combustion, on ne devrait avoir que N2, CO2 et H2O. Ça, c'est quand la combustion est complète. Pour ça, il faut un certain nombre de conditions. Il faut déjà qu'elle ait le temps de se faire. Et il faut aussi que le dioxygène soit en excès. Si on manque de dioxygène dans le milieu où la combustion se fait, on ne forme pas CO2, on va former plutôt CO, le monoxyde de carbone. Et on peut également ne pas avoir de combustion du tout, c'est-à-dire qu'on va former des particules fines. Donc les particules fines, ça peut être du carburant qui n'a tout simplement pas brûlé. Combustion incomplète. Alors, pour les réactions qui sont catalysées par le catalyseur, on va avoir par exemple celles qui sont ici. Voilà. Donc NO plus 2CO donne ça. Alors, ce n'est pas à savoir, hein, c'est pour votre culture. Donc, je vous donne des exemples de réactions qui sont catalysées par le truc qu'il y a dans les pots d'échappement des voitures. Et ça permet d'éviter les sous-produits de combustion. Et donc, normalement, ce qui sort, c'est propre. Donc, le catalyseur, ça n'empêche pas l'émission de CO2. Hein. Pour l'impact carbone, ça ne sert à rien. En revanche, ça évite l'émission de produits toxiques,
comme le monoxyde de carbone, les particules fines, les oxydes d'azote, etc., etc. Après, la combustion, ça reste une réaction chimique. Donc, comme toutes les réactions chimiques, elle va être favorisée à haute température. Le catalyseur accélère, mais l'action est aussi dépendante de la température, c'est-à-dire que plus la température est élevée, plus la réaction est rapide. En pratique, pour les réactions avec les pots catalytiques, donc pour ces réactions, il faut que le catalyseur atteigne une température d'à peu près 400 degrés Celsius pour que la catalyse soit efficace. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au démarrage et sur un trajet court, si vous faites quelques kilomètres en ville et que le catalyseur n'a pas le temps d'atteindre la température suffisante, eh bien, le catalyseur ne sert à rien. Donc, au tout démarrage, la température, c'est un facteur cinétique. Hein. Si ce n'est pas assez chaud, eh bien, la réaction se fait lentement. Et donc, elle n'a pas le temps de se faire pendant le temps de passage des gaz dans le pot catalytique. C'est très, très bref, hein, le temps de passage des gaz dans le pot catalytique. Vous avez déjà vu comment fonctionne une voiture, hein, donc ça va très vite. Ça ne reste pas une demi-heure dans le pot catalytique. C'est plutôt une fraction de seconde. Donc, il faut que ça aille vite. Et pour ça, il faut que la température soit quand même suffisamment élevée. Alors, il y a quelques années, je ne sais pas si vous le savez, il y avait des additifs dans l'essence qui étaient à base de plomb, qui ont été progressivement interdits pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un polluant, le plomb, c'est toxique. Et surtout, c'est aussi ce qu'on appelle un poison des catalyseurs, c'est-à-dire que le plomb se fixe sur les catalyseurs et les détruit de façon définitive. Donc le plomb s'absorbe, mais ce n'est pas des liaisons faibles qui se forment, c'est des liaisons fortes. Et après, le catalyseur, il est bon à jeter. Ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de raconter, ça vous donnera l'occasion de briller en société, mais vous n'avez pas besoin de retenir ce qu'est un pot catalytique, etc., ni la catalyse hétérogène. Un peu plus fréquent pour vous, la catalyse enzymatique. La catalyse enzymatique, c'est ce que vous voyez beaucoup en bio, et c'est une source assez classique de problèmes en chimie, en cinétique chimique. Donc, je me permets de vous rappeler ce qu'est une enzyme, même si je suppose que vous le connaissez déjà. Hein. Donc, une enzyme, c'est un catalyseur ultra spécifique. Ultra spécifique, ça veut dire que ça catalyse qu'une seule type de réaction chimique et pas plusieurs réactions différentes. Et en plus, ça la catalyse dans des conditions opératoires assez spécifiques aussi. Donc, vous savez déjà que les enzymes sont hyper sélectives à cause de la reconnaissance de forme, donc c'est le système clé-serrure. C'est constitué de macromolécules, donc des protéines qui vont avoir une forme particulière et chaque enzyme va être adaptée à son substrat de prédilection. Alors, les enzymes, quelques petits rappels là-dessus, mais franchement, vous savez quand même ce que c'est. Donc, je vous rappelle juste que les enzymes sont actives normalement dans des conditions particulières de pH et de température. Le nom de l'enzyme se termine par ase. Voilà, vous n'apprenez rien. Dans certains cas, une enzyme est accompagnée d'une autre molécule qui va l'aider. Alors, on ne dit pas aider, on va activer. On dit activer, pardon. Donc, cette molécule s'appelle dans ce cas-là une coenzyme. C'est l'auxiliaire de l'enzyme. Et les enzymes ont aussi des molécules qui les empêchent de fonctionner, qu'on appelle dans ce cas-là des inhibiteurs. Donc, la coenzyme va favoriser le fonctionnement de l'enzyme et l'inhibiteur va empêcher le bon fonctionnement de l'enzyme. Tout ça, je pense que je ne vous ai rien appris, c'est quelque chose que vous connaissez en grande partie. L'aspect cinétique de la catalyse enzymatique, c'est en général vu dans le modèle de Michaelis. C'est même Michaelis-Menten. En bio, vous dites Michaelis-Menten. Activez votre petit statut pour me dire si vous êtes d'accord avec ça. En bio, c'est bien Michaelis-Menten? Non. Oula, vous avez... Alors, il y en a qui me disent non. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, vous le dites... Vous le nommez comment, ça, en bio? On dit modèle Michaélien. Ah, d'accord. Écoutez, c'est lui, c'est Michaelis. Donc, c'est monsieur Michaelis. Mais effectivement, en physique, on parle aussi de modèle newtonien ou de physique newtonienne. Donc, ça doit être le même genre de terminologie. Bref, c'est bien de la même chose dont on est en train de parler.
Donc, en général, sur cette catalyse, on a les mêmes notations dans tous les exercices. Donc, j'ai repris exactement les mêmes notations. On va noter S, le substrat, P, le produit, et E, l'enzyme. Le bilan de la réaction, donc toujours pareil, réaction la plus simple possible, substrat donne produit. Donc, par rapport à ce que j'ai dit avant, je vous parlais de réaction A donne B, là ça devient S donne P. C'est un énorme changement. Le mécanisme, c'est exactement du même type que celui qui est vu un peu plus haut dans votre cours sur la catalyse. Alors, vous regardez 2 pages avant, hein. C'est exactement la même chose, sauf que les notations sont différentes. Donc, première étape, l'enzyme va former un intermédiaire réactionnel avec le substrat. Donc, celui que j'avais appelé IR dans l'exemple précédent, maintenant il s'appelle ES. Et deuxième étape, l'intermédiaire réactionnel, qui s'appelle donc ES, va former le produit P et va régénérer l'enzyme dans une deuxième étape. Donc, première étape, c'était un équilibre, sens aller, sens retour. Et la deuxième étape, en revanche, est une réaction totale. Donc, ce que vous avez là, c'est exactement ce que vous aviez quelques pages avant. Non, pardon, je me suis trompée de sens. Là, je me trompe beaucoup, en fait. Alors, c'était où? C'était là. Voilà, c'est exactement le type de mécanisme qu'on a vu ici. Sauf que A, maintenant, s'appelle S. C s'appelle E, comme enzyme. L'IR s'appelle ES. Et en bio, vous devez l'appeler complexe enzyme substrat. Et le produit B s'appelle maintenant P. Donc, à part les notations, rien ne change, hein. Donc, attention à cette histoire de complexe. Chimiquement, ça correspond à la définition d'un intermédiaire réactionnel. Alors, il est un petit peu gros et encombrant, mais ça reste dans la définition de l'intermédiaire réactionnel. Petit mot supplémentaire pour cette cinétique de Michaelis-Menten. Vous avez, alors Michaelis tout court, on va oublier pauvre monsieur Menten quand même. J'ai dû vous le mettre dans la feuille d'exercice. Donc, vous mettez CF exercice. Le dernier exercice de votre planche consiste à étudier ce type de processus avec les questions qui sont posées classiquement. Donc là, vous mettez CF exercice de la planche et l'exercice que vous avez dans la planche sur cette partie-là, c'est mot pour mot l'exercice que vous avez dans plusieurs problèmes de cinétique que j'ai vu passer au concours, où vous avez exactement les mêmes notations, les mêmes questions, parce que c'est le problème classique sur la catalyse enzymatique. Alors, quelques petites observations qualitatives. Donc, au niveau observation, on va être un peu limité, hein. Donc, pour le premier exemple, vous êtes obligé de me croire sur parole. La levure de bière, donc la levure de boulanger, ça contient une enzyme qui s'appelle de la peroxydase, qui, comme son nom l'indique, a une action sur les peroxydes. Peroxyde, vous avez ceci, H2O2. Alors, quelqu'un m'avait signalé qu'il y avait des petits retards quand j'amenais ma souris sur un endroit. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit emotique, enfin, vous changez votre statut, si vous voyez bien, quand je tourne la souris, là, je vais, au moment où je la me change, je vous le dis, voilà, elle arrive sur O2, la souris. Est-ce que vous l'avez vu au moment où je l'ai dit? Non. Bon, apparemment, la souris est mal vue. Et est-ce que vous préférez, du coup, si j'utilise les formes comme ça? Je vous montre. Voilà, l'eau oxygénée H2O2, je vous l'encadre. Est-ce que vous préférez? Si vous préférez, changez votre statut. Oui, bon, je crois que, d'accord. Donc, je vais garder mon petit carré. Oui, il doit y avoir un petit retard sur le mouvement de la souris. Donc, l'eau oxygénée, on en a au flacon au laboratoire. C'est de l'eau qui contient 7 molécules qui s'appellent du peroxyde d'hydrogène. L'eau oxygénée, pour une petite histoire d'actualité, ça fait partie des ingrédients qu'il y a dans les gels hydroalcooliques. Si vous avez vu la recette de l'OMS sur les gels hydroalcooliques, comme leur nom l'indique, il y a de l'eau et de l'alcool hydroalcoolique. Il y a également un petit peu d'eau oxygénée, enfin de peroxyde, qui est excusez-moi, ça saute. Je crois que j'ai quelques problèmes, moi, de connexion, hein. Ça y est, j'ai perdu ma connexion.
Alors, bon, je n'ai plus rien qui s'affiche à l'écran. Si vous m'entendez, vous pouvez activer votre petit statut pour me dire que vous m'entendez. Ah, mais il y en a qui sont en train de faire des gribouillis à l'écran. Et oui, j'ai activé votre possibilité de montrer des choses à l'écran. Vous avez le droit de bricoler à l'écran. Vous pouvez en profiter. Par contre, voilà. Ça y est, j'ai retrouvé l'écran. Bon, bah donc vous pouvez gribouiller à l'écran, sachant que je peux vous retirer ce privilège si vraiment vous gribouillez trop. Je disais donc, voilà. Donc l'oxygéné fait partie des ingrédients des gels hydroalcooliques et vous avez également un peu de glycérine dedans pour éviter d'avoir les mains trop sèches après usage. Donc la glycérine n'a aucun effet sur les virus, mais ça compense un peu l'effet de l'alcool qui dessèche bien les mains. Bon, on a oublié de quoi on parlait là. Alors, je suis en train de vous parler de cette équation bilan. Voilà, hop, on va décaler. Donc, cette équation, elle est totale. En revanche, elle est lente et c'est pour ça qu'on peut garder de l'eau oxygénée en flacon pendant quelques mois, voire quelques années si on la met au réfrigérateur. Donc, la réaction qui est ici encadrée, elle est totale, mais elle prend du temps. En revanche, si on met de l'eau oxygénée sur de la levure de bière, on s'aperçoit que ça se met à faire beaucoup de mousse d'un coup. Beaucoup de mousse parce que vous avez ici l'ingrédient supplémentaire. Je n'ai pas mis les états physiques, mais ici. Alors moi, j'ai un décalage, c'est-à-dire que le petit carré que je suis en train de tracer, il ne se trace pas à l'endroit où j'ai la souris. Donc ça va compliquer les choses. Hein. Et la souris, des fois, n'est même pas active. Bon. Bon, bah écoutez, ça bug un peu. Vous m'entendez toujours? Bon, alors par contre, pour les commentaires, je pense qu'il y a un retard. Alors, je refais une tentative. Hop. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais tant pis. Donc, l'ingrédient qui est encadré, là, c'est le dioxygène. C'est un ingrédient qui est gazeux. Donc, quand la réaction se produit, on a un dégagement visible de dioxygène. Et donc, si vous mettez de la levure de bière sur du peroxyde, ça mousse. Ça mousse parce qu'on a un dégagement gazeux et que la levure de bière, ça sert également à envelopper les bulles. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder les petites vidéos que je vous ai envoyées ce week-end sur les deux manips. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Est-ce que vous pouvez mettre votre petit statut si vous avez vu les vidéos? Oui. Eh bien, vous n'êtes pas très nombreux à... Mettez juste un petit... Ah, elles sont où les vidéos? Dans un mail que je vous ai envoyé, Lina. J'ai envoyé un mail et normalement, dans ce mail, vous aviez 2 liens vers des vidéos, qui sont des petites vidéos d'1 minute chacune. D'accord, ça bloquait pour certains. Bon, bah, j'essaierai de penser à vous les renvoyer. Je vous renverrai le mail et puis vous verrez. C'est assidu, dit Enzo. Ah, t'es assidu, pardon. J'ai du mal à lire. Alors, je vous décris les vidéos que vous avez ratées. Donc, si vous aviez regardé les vidéos, vous auriez pu voir qu'on met plusieurs ingrédients dans un bécher. On met du peroxyde d'hydrogène, H2O2, donc l'eau oxygénée dont je vous parlais tout à l'heure. On met des ions tartrate. Alors, les ions tartrate, c'est une dibase organique. À ce stade, on se fiche un peu de la structure du tartrate. Et ces deux espèces, c'est la réunion d'un oxydant. Zut. Alors, ceci, c'est un oxydant. Non, il ne veut pas. Donc, ceci est un oxydant. Ah, bah, j'ai le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que ma petite figure ne se trace pas à l'endroit où j'ai ma souris. Bon, bah, donc je ne peux rien vous montrer avec les petites figures. On va essayer avec le... Bah, je vais répondre. C'est lequel l'oxydant? C'est H2O2. H2O2, c'est celui qui est là. Alors, hop, non, il est là. Voilà. Je guide la souris très loin. Et j'ai du mal à la maîtriser. Donc H2O2, c'est l'oxydant. Et l'autre ingrédient,
c'est le tartrate. Donc, le tartrate, c'est l'ion T2-. Donc, le tartrate, oh là, T2-. Voilà. C'est l'espèce qui joue le rôle de réducteur. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, les potentiels standards sont bien différents pour ces deux couples. Et la réaction bilan que je vous ai mise ici, elle est totale. Elle est totale et en plus, elle produit un ingrédient qui est CO2. Alors, c'est marrant parce que ça ne veut pas tracer où je veux. Hein. Alors, j'essaie de le prendre de plus loin. Hop. Donc, CO2, il est là. Hop. Et CO2 est un gaz. Donc, si cette réaction se produit, on devrait le voir puisqu'on devrait voir un dégagement gazeux. Bon, eh ben, c'est une manip que j'avais prévu de vous présenter en cours hein, parce qu'elle est très facile à faire. Donc, je vous la décris. Si on mélange les deux ingrédients et qu'on chauffe à 70 degrés, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de dégagement gazeux. Après, si on poursuit jusqu'à 100 degrés, on voit un dégagement gazeux. Mais à votre avis, c'est quoi? Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. Donc, si on chauffe trop, le dégagement gazeux, c'est l'ébullition de l'eau. Donc, on ne peut pas non plus chauffer énormément. Voilà, c'est effectivement de l'eau. Donc, cette réaction, elle est totale et elle est aussi très lente, ce qui fait qu'on ne voit rien qui se passe. Dans la manip que je voulais faire, je rajoute à un moment des ions CO2+. Alors, les ions CO2+, ils sont ici. Voilà. Hop, c'est ça. Alors, c'est des ions, hein, ils sont évidemment pas tout seuls. Ils sont accompagnés d'un cation. Donc, en pratique, on rajoute ces ions sous forme de sel CoCl2. Donc, CoCl2, c'est des ions CO2+, qui m'intéressent, et des ions Cl-, qui sont juste là pour la neutralité électrique. Alors, CO2+, c'est un réducteur, et ça a la couleur rose. Ça intervient dans le couple CO3+, CO2+, qui est ici. Voilà. Donc, ce couple-là, c'est oxydant vert et réducteur rose. La couleur permet de savoir quelle est l'espèce qui est en solution. Petite remarque, c'est bien un petit O, hein. C'est le cobalt, donc grand C, petit O. Si vous mettez grand C, grand O, c'est du monoxyde de carbone, ça n'a rien à voir. Donc, si on met les ions CO2+ dans ce bécher, on voit apparaître d'abord leur couleur rose, ça c'est normal. Puis, on s'aperçoit que le mélange change de couleur, c'est bien visible dans la change de couleur et très rapidement, ça se met à bouillonner, ça fait un gros bouillon énorme, ça monte dans le bécher, c'est très joli. C'est vraiment dommage que vous ne voyez pas ça quand même. Donc, on a un fort dégagement gazeux, alors que la température reste inférieure à 100 degrés Celsius. Et ensuite, tout ça se calme, il n'y a plus de dégagement gazeux et progressivement, la couleur redevient rose. Ceux qui l'ont vu, vous confirmez que ça se passe comme ça sur la vidéo ? Oui, ça se passe comme ça. Une très très jolie manip et ça prend pas longtemps. Le plus long, c'est de chauffer à 70 degrés, hein, mais sinon, ça va très vite. Donc, un petit commentaire là-dessus. Alors, je vais changer ce qui est à l'écran. Donc, je vous ai fait normalement un petit schéma. Donc, la question, c'était quelle était la condition pour que la catalyse puisse se faire. Donc, ici, vous avez une échelle en E0 en verticale. Je ne vous ai pas mis de valeur, hein, ce n'est pas utile. Et vous avez les deux couples qui interviennent dans l'équation bilan. Donc, le couple où il y a H2O2 joue le rôle de l'oxydant. Et dans le couple, j'ai inversé les deux, excusez-moi. Ah, c'est ça quand on travaille vite. Faut changer le sens CO2 plus T2-, c'est en sens inverse. CO2, c'est le... Donc ça, c'est faux. Hop. Non, je ne peux pas rayer, c'est pas possible, je ne maîtrise pas l'outil. Donc c'est inversé, hein. L'oxydant, c'est CO2, le réducteur, c'est T2-. Il y en a qui essayent de rayer à ma place. Remarquez comme ça, vous voyez que votre outil scripteur fonctionne.
Mais par contre, je pense que c'est pareil au bon endroit. Hein. Attendez, on peut peut-être faire autre chose. Ah non, mais si je bouge, tout bouge en même temps. Je me suis dit peut-être que si en bougeant le PDF, CO2 T2-. Enfin, une remarque constructive qui est ici. Le couple, c'est CO2 T2-. Bon, je vais vous... Donc, je vous coupe le dessin. Voilà. Donc, vous n'avez plus le droit de dessiner sur votre... sur le document. Et donc, le couple qui est ici, en bas, c'est le couple ici, CO2 P2-. C'est un outil pour écrire assez rudimentaire. Hein. Donc, les exposants et les indices, on les oublie un petit peu. Donc, l'équation bilan, c'est l'énorme gamma que vous avez ici à droite. Donc, c'est une réaction qui est très, très totale, grande constante d'équilibre. En revanche, elle est aussi très, très lente. Si on rajoute le catalyseur CO2+, donc le catalyseur CO2+, c'est lui. Ah, il bouge lui en plus. Voilà. Donc, le catalyseur CO2+, il est là. Hop. Il va réagir d'abord, donc il va faire un premier gamma, puis, alors le premier gamma c'est celui-ci, il est bien en numéro 1, puis on va avoir un deuxième gamma. Quand je dis gamma, c'est une réaction bilan-redox. Donc on remplace un gamma qui est grand mais lent par deux réactions qui sont elles aussi totales, plus petite constante d'équilibre mais totale quand même, mais les réactions 1 et 2 sont elles rapides. Donc, si vous regardez la première, donc le gamma 1, celui du haut, il va transformer CO2+ en CO3+. Donc, visiblement, on va voir apparaître la coloration verte. C'est ce qu'on voit au début du processus. Et ensuite, ça se met à bouillonner quand les ions CO3+ se mettent à réagir avec T2-, pas CO2, pour former du CO2. Et au final, on régénère CO2+. Ça va pour ça ? Donc, on va revenir sur le document de cours. Voilà. Ah, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais on va y arriver. On va juste voir la dernière page. Voilà. Oh là. Bon. Alors, autre réaction que je voulais vous montrer, c'est une réaction oscillante, donc qui s'appelle la réaction de Bray. Bon, là encore, vous pouvez oublier, hein. Mais c'est la deuxième vidéo que je vous ai envoyée. Si on mélange l'ensemble de ces ingrédients qui sont dans le cadre, vous pouvez les oublier, hein, parce qu'il y en a beaucoup, c'est une recette un peu compliquée, type recette de cuisine avec plein d'ingrédients. On va avoir deux réactions qui vont pouvoir alterner. Donc, on met au départ le produit H2O2, HiO3. Et puis, on va former par la première réaction du diode. Le diode, on le met en évidence par un peu de thiodène qui révèle la présence de diode. Donc, ça devient bleu en clair quand il y a du diode. Donc, au départ, avec le sulfate de manganèse, il y a une espèce de coloration jaune. Ensuite, quand la première réaction se produit, on la voit parce que ça vire au bleu, de façon assez brutale. Ensuite, quand la deuxième réaction se produit, elle consomme le diode qui est formé par la première. Donc la coloration change et on voit le bleu disparaître. Et on va avoir une alternance dans ce type de réaction entre trois couleurs. Ça va passer de l'incolore, jaune, bleu, incolore, jaune, bleu, etc. Donc c'est un peu une curiosité de laboratoire. Mais c'est histoire d'illustrer le fait que des fois, dans un processus, il peut y avoir plein d'étapes élémentaires ou pas. Et alors quand j'ai élémentaire ou pas, le bilan ici, c'est un bilan, c'est-à-dire que cette réaction, la une, n'est pas une étape élémentaire. Elle se fait elle-même en plusieurs étapes élémentaires. Ce qu'on peut prévoir dès le début, parce qu'on voit les coefficients stoichiométriques, 5 pour H2O2 et 2 pour HiO3. Bon, bah, c'est juste pas possible d'avoir un choc entre cette molécules différentes. Donc, chacune de ces réactions 1 et 2 sont des réactions bilan, elles-mêmes composées d'un certain nombre d'étapes.
Et on peut avoir comme ça une alternance et on peut visiblement voir le passage d'une réaction à l'autre dans le temps. Pourquoi 1,5 de O2? Peut-être pour équilibrer. Dans la question, on me demande pourquoi il y a un coefficient 1,5 sur O2. Non, c'est faux, effectivement. C'est le 2 qui est ici en trop. Mais effectivement, il y a une erreur. C'est le coefficient 2 qui est là, qui est en trop, qu'il faudrait rayer. Donc, je vous le raye, si j'y arrive. Alors, il est là. Voilà, celui-ci, vous le rayez. J'arrive à gribouiller sur mon tableau. Donc, le 1,5 est bien bon. Par contre, le 2 était de trop. Vous pouvez également tout multiplier par 2. C'est une équation bilan. Donc, vous pouvez utiliser des coefficients stoichiométriques demi-entiers. Et vous pouvez aussi tout multiplier par ce que vous voulez. Vous pouvez l'écrire sous forme 2H2O2 donne O2 plus 2H2O. C'est au choix. Voilà, donc on en a terminé pour ce chapitre. Et on en a terminé dans le même temps avec la partie cinétique. Donc, petit point là-dessus, je vous laisse digérer un petit peu tout ça et je vous ferai passer un petit topo qui résume un petit peu la façon dont sont posés les problèmes de cinétique et comment vous devez les aborder. Mais bon, j'attends déjà, je vous laisse le temps de digérer toutes ces informations. Attention à la cinétique parce que c'est une partie qui est vue intégralement en première année et qui donne beaucoup de problèmes de concours en deuxième année. Donc, ce n'est pas revu en deuxième année et c'est potentiellement important la cinétique. Les deux aspects fondamentaux d'une réaction chimique, c'est la thermodynamique et la cinétique. Et donc là, vous avez vu l'intégralité de la partie cinétique à votre programme. Avez-vous des questions sur ce chapitre ? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont une question à poser? Une fois, deux fois. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la partie exercice. Donc, je vous avais donné le corrigé de la feuille d'exercice sur la cinétique. Et on va passer rapidement les exercices. Et je vous explique uniquement s'il y a des questions dessus. S'il n'y a pas de problème sur un exercice, on passe. Alors, bon, c'est pas hyper joli, mais on va faire avec. Il y a une petite question que je me posais, c'est est-ce que je suppose que tout le monde n'a pas d'imprimante à la maison? Est-ce que vous pouvez vous signaler? Mettez-moi un petit symbole pas content, ceux qui n'ont pas d'imprimante. Symbole négatif pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Donc, mettez plutôt le symbole négatif si vous n'avez pas d'imprimante et un petit symbole plutôt positif si vous avez une imprimante. Que je vais afficher en rouge ceux qui n'ont pas d'imprimante, en vert ceux qui ont une imprimante. Alors, Louane, j'ai vu le début de votre message, mais je ne vois pas la suite. Oui, donc effectivement, c'est sans surprise, il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas accès à une imprimante. Ceux qui ne réagissent pas, est-ce que c'est parce qu'ils ne m'entendent pas? Okay, vous pourriez tous m'indiquer si vous avez une imprimante ou pas. Donc, si ça s'affiche en vert, c'est que vous avez une imprimante. Et si c'est en rouge, c'est que vous n'en avez pas. Ah, l'encre, effectivement, c'est effectivement un deuxième problème. Pour les corrigés d'exercice, vous pouvez parfaitement le faire sur votre écran, ça ne pose pas de problème. C'est conseillé de toute façon les exercices de les faire vous-même sur feuille. C'est pas très agréable, mais c'est quand on fait un exercice qu'on comprend l'exercice, donc il faut gribouiller, il faut faire les calculs, il faut vous approprier le truc. Pour les cours, c'est là où c'est le plus gênant de ne pas avoir d'imprimante, puisque c'est bien d'avoir le papier justement pour gribouiller. À l'heure actuelle, j'avais dit vendredi qu'on pouvait faire des impressions au lycée, mais c'est déjà plus possible. Et je pense que la Corep qui nous fournit les impressions, elle doit être fermée, la Corep, là. Donc, je pourrais vous faire des versions papier de tout ce que je vous ai distribué par mail ou autre, mais vous les aurez avec retard.
Donc, pensez donc, comme je vous avais dit au premier cours, à bien classer vos documents au fur et à mesure que vous les retrouvez. Et vous êtes obligé d'attendre pour avoir la version papier. Donc, dans tous les cas, je ferai une impression de... Oui, mais alors c'est mieux que rien, Lina, mais ça va pas être tout de suite. Hein. Enfin, on espère que ce sera sans trop tarder, mais il faudra quand même vivre sans papier pendant un certain temps. Donc, vous allez faire le bonheur des ophtalmos à votre retour à la vie normale. Alors, sur les exercices, est-ce que sur l'exercice 1, il y a des questions? Une fois, deux fois. Je suis rassurée de voir qu'il n'y en a pas trop, parce que comme c'était l'exercice 1 et qu'il était facile, a priori, c'est bon. Exercice 2. Exercice 2. Non, pas de réaction. Bon, on va aller plus vite que prévu. Partez pas tous ceux qui n'ont pas envie de voir les exercices, parce que s'il nous reste du temps, on commence le chapitre d'après. Hein. Alors, exercice 3. Exercice 3. Toujours pas de questions. Alors, l'exercice 3, bon, comme vous n'avez pas de questions, je vous fais quand même un commentaire. Vous aviez ici un milieu tamponné dans l'exercice 3. Donc, ce n'est pas la méthode d'Oswald où on met un réactif en très large excès pour que sa concentration soit constante, mais ça revient au même. Parce que quand on se place dans un milieu tamponné, on maintient une concentration constante par le biais d'ingrédients qui ne sont pas nommés dans les énoncés, mais qui sont là pour maintenir la valeur du pH. Du coup, ça revient à ce qu'on a dans la méthode d'Oswald. Mais donc ça ne change pas. Ici, vous avez un ordre dégénéré comme dans la méthode d'Oswald. Et ce n'est pas parce que H- est en large excès. Alors, quand on a besoin, je reviens sur le chat. Excusez-moi, j'ai un petit retard à l'allumage ici. Alors. Donc, la question de Romane, quand on a besoin du graphique, on est obligé de le tracer sur votre feuille. Vous pouvez juste dire qu'on l'a fait sur la calculette. C'est une bonne question. Alors, sur votre feuille en devoir, vous voulez dire, Romane? Parce qu'en devoir, on va faire une version allégée du devoir. Je vous explique comment ça se passera, vu comme c'est parti les devoirs en physique-chimie. Vous aurez la chance de devoir juste écrire la réponse, mais vous passerez des explications. Donc, j'essaierai de vous faire un truc où vous n'aurez pas une tartine à écrire. Et vous aurez juste à donner une réponse. Si la question c'est donner la valeur tel truc, vous donnez la valeur tel truc avec la bonne unité, mais il n'y aura pas plus d'explications à fournir. Alors, pour la question plus sur la cinétique, ça dépend de la question. En TP, si vous avez un tableau de valeurs, il faut tracer les courbes. En colle, mais vous n'aurez pas de colle. En colle, vous n'avez que votre calculatrice. Donc, vous pouvez faire la courbe sur votre calculatrice et puis vous pouvez toujours montrer l'écran de votre calculatrice. À l'écrit, donc au concours, parfois, il demande une résolution numérique. Concrètement, ça veut dire que c'est avec votre calculatrice et vous donnez le coefficient de corrélation, le R, et le coefficient de régression, la pente. De plus en plus, les concours ont lieu sans calculatrice, ce qui fait qu'on ne peut pas vous demander d'utiliser l'application régression linéaire. Donc, soit vous faites la courbe, mais c'est rare. De plus en plus, il y a une courbe qui est fournie et qu'il s'agit d'exploiter. Donc, vous avez plusieurs courbes et vous regardez celle qui vous est utile. Et là, dans l'exercice, c'est la méthode intégrale. Il faut tracer la courbe. Vous avez un tableau avec 4 valeurs. Vous devez tracer la courbe. Moi, j'ai tracé des courbes très approximatives. Alors, question de Linda. Alors, attendez. Pourquoi c'est laquelle? Le Y. Ah, pourquoi est-ce qu'on choisit ce Y? Déjà, on n'est pas obligé de choisir ce Y. On pourrait choisir un autre Y, donc une autre possibilité pour l'ordonner. On pourrait choisir de tracer ln de a moins x. Ça ferait tout autant une droite, mais de pente négative. Et on peut aussi tracer ln de a moins x sur a, qui ferait le symétrique de celle-ci. Et d'où vient la... Donc en fait, vous cherchez d'où vient cette partie-là, je suppose. Voilà, il est très très loin. Voilà. Bon, pas possible. Donc, vous regardez la loi cinétique. Ici, on suppose qu'on a une réaction d'ordre 1. Donc, vous devez toujours partir de la définition de la vitesse moins dr sur dt.
L'hypothèse sur l'ordre, c'est égal à une constante fois la concentration de R. Et vous devez établir, c'est ce que je vous ai mis au-dessus du signe équivalent, vous devez établir ce qu'on a vu en cours, qu'on a ln de la concentration sur concentration initiale qui est égal à moins K fois T ou l'inverse. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour Clémentine. Donc, la réponse à la question de Linda, c'était qu'on doit à chaque fois se refaire à partir de la définition de la vitesse et de l'hypothèse sur l'ordre. On pose l'équation différentielle, on la résout. Et après, on cherche quelle fonction tracer pour que ce soit droit. Alors, question d'Axel, on peut rappeler ce qu'est un ordre dégénéré. Oui, ici, sur cet exemple, vous avez une réaction qui a un ordre 1 par rapport à chaque constituant. C'est donné par l'énoncé, ça. Donc, l'ordre global de la réaction, c'est 2. Et dans les conditions de l'expérience, H au moins est constant. Donc, on a la vitesse qui peut se mettre sous la forme une constante apparente qui est K fois H au moins fois la concentration de R. Donc, on a une constante apparente. On l'appelle apparente parce qu'elle est valable uniquement dans ces conditions opératoires, alors qu'une constante de vitesse tout court, elle est valable quelles que soient les conditions opératoires. Mais dans ces conditions-là, avec H au moins constant, on a l'impression que la vitesse est de la forme une constante fois la concentration de R, c'est-à-dire qu'on a un ordre de 1. Comme l'ordre de la réaction c'est 2 et qu'on a ici un ordre 1, il est plus petit, c'est ce qu'on appelle l'ordre dégénéré. Alors Axel, si c'est bon, bah vous réagissez pas, sinon bah vous me redemandez. Alors, le programme du DS, je vous l'enverrai, mais a priori, bah, ça part du programme du dernier DS, c'est jusqu'à... alors, pas encore les mécanismes, puisqu'on verra... Si. Donc, jusque la cinétique. On aura de la cinétique, les changements d'état et la partie conformation chimie organique. Alors, question d'Alexandre. Faut-il justifier les expressions de loi cinétique que l'on pose? Oui. Il ne faut pas les justifier, Alexandre. Il faut les établir. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai mis à établir au-dessus. Alors moi, je ne l'ai pas établi dans chaque exercice, je l'ai fait dans le cours. Mais dans les paragraphes du cours, c'est plutôt la méthode qu'il faut comprendre et la réappliquer à chaque fois. Donc, vous ne devez pas parachuter, la réaction est d'ordre 2, donc 1 sur A égale ceci. Non, ça vous faut apprendre vraiment à partir de l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est toujours moins la dérivée d'une concentration égale une constante fois une concentration puissance l'ordre. Donc, il faut partir de là et donc savoir dérouler le fil, obtenir la loi cinétique avant de linéariser. Alors, donc effectivement, quand on intègre... Bon, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on a d'autres questions sur cet exercice? C'est bon? La cinétique, une fois que vous avez compris la méthode, ça va tout seul après. Vous apercevez que c'est un petit peu toujours la même façon de procéder. Mais c'est vrai que ça a un petit côté assez rebutant au début parce que c'est beaucoup des équations différentielles, des notations un peu pénibles et des tableaux de valeurs à traiter. Alors, ensuite, datation au carbone 14, est-ce que ça a posé des problèmes? Une fois, deux fois. Bon, datation au carbone 14, il fallait juste bien indiquer ce qu'était le taux X. Alors déjà, petite remarque, il ne faut pas appeler X forcément l'avancement de la réaction. Dans cette feuille d'exercice, justement, j'ai un peu varié les plaisirs. Ici, X n'a rien à voir avec l'avancement volumique de la réaction. Et dans un autre exercice avant, c'était pareil, c'était une autre grandeur qui s'appelait X. Donc, s'il y a déjà quelque chose qui s'appelle X, n'appelez pas X n'importe quoi. Pas de problème sur le carbone 14? Non? Et l'histoire des arbres des bords des routes qui sont plus vieux que prévu, ça vous a... C'est compris, ça? C'est étonnant. Pour la formation du carbone 14, je vous ai mis à la fin un schéma de processus. C'est pas équilibré, hein. J'ai pas respecté la loi de Sauty, donc vous l'avez quelque part dans un devoir. Vous aviez justement la production de carbone 14 à partir d'azote 14. Donc la dernière ligne de cette page, elle n'est pas équilibrée. Il manque des ingrédients. Alors la question 4, c'est laquelle la 4? Ah bah c'est donc justement les histoires de l'arbre. Donc le carbone présent dans un arbre, vous êtes d'accord, il vient du CO2 atmosphérique via la photosynthèse.
La photosynthèse se fait à partir du CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc, dans le CO2 atmosphérique, normalement, il est formé avec du carbone qui contient un petit taux de carbone 14 dû à la réaction des particules solaires sur l'azote à haute atmosphère. Donc, il y a un taux fixe de carbone 14 dans l'atmosphère. Sauf qu'au bord des routes, en plus du CO2 que vous avez normalement dans l'atmosphère, vous avez également le CO2 qui sort du pot d'échappement des voitures. Ce CO2, il vient de la combustion d'essence ou de gasoil. C'est un fossile. Hein. L'essence et le gasoil, c'est des molécules qui sont beaucoup plus vieilles que les 57 000 ans qui sont évoquées à la question 3. Donc, dans le réservoir d'une voiture, il n'y a pas de carbone 14. Et donc, le CO2 qui sort du pot d'échappement ne contient pas du tout de carbone 14. Du coup, les arbres qui sont au bord des routes, qui vont fixer un petit peu de ce CO2 et un petit peu du CO2 normalement présent dans l'atmosphère, ils vont contenir moins de carbone 14 que les arbres des forêts. Et du coup, ils vont sembler plus vieux. D'accord ? Alors ça a été confirmé puisque vous savez que les arbres, on peut les dater une fois qu'on les a coupés avec je me rappelle plus, l'aileron qu'il y a dans les troncs des arbres, ça s'appelle comment ? Je ne sais plus, si quelqu'un se rappelle. Enfin, les cercles concentriques qui permettent de dater les arbres année par année, voilà, les cernes. Donc, on a dû tronçonner des arbres au bord des routes et puis donc, on sait parfaitement quel est l'âge de l'arbre en question. Et une datation au carbone 14 montre qu'effectivement, il y a des petits écarts. Donc, les datations au carbone 14, ça suppose qu'on connaisse le taux initial de carbone 14 de l'échantillon, qui n'a pas été constant complètement dans l'histoire de la Terre. C'est bon pour l'exercice carbone 14 ? Alors, influence de la température. Là, c'était une application directe de la loi d'Arrhenius. Donc, bon, c'était juste des applications numériques. Alors, comment trouve-t-on T1,5 ? Pour lequel ? Alors, je réponds d'abord à la question d'Alix. Comment trouve-t-on T1,5 ? Alors, Pauline, je vous donne la parole. Une petite seconde, il faut que je vous retrouve. Hop. Non, alors, c'était d'abord Alix. Ah, excusez-moi, j'ai ma souris qui ne réagit pas comme je voudrais. Ça y est. Alors, j'entends qui, là, parce que je... C'est Alix ? Je sais pas, il y a Pauline qui parle ou pas? Non, c'est bon. Non, normalement, il y a que vous. Ok. Oui. C'est parce que dans le corrigé, du coup, vous nous avez mis la valeur de K. Mais je sais pas Oui. comment on trouve T1,5 parce que c'était ça de base la question 2 de l'exercice 5. Ah oui, et ben je l'ai oublié. Je l'ai oublié, le T1,5. En effet, c'était un oubli de ma part. Alors, T1,5, je reprends la feuille d'exercice. Attention, parce que normalement, T1,5, tel qu'on l'a vu en cours, c'est ln de 2 sur K. Et là, ce n'est pas ln de 2 sur K, c'est ln de 2 sur 2K à cause du coefficient 2 qu'il y a dans la réaction, le 2N2O5. Donc, si vous posez l'équation différentielle, c'est le paragraphe où j'avais dit attention quand il y a des coefficients stoichiométriques. Le coefficient stoichiométrique alpha, ça veut dire que c'est alpha K dans toutes les équations par la suite. D'accord. Et donc, le temps de demi-réaction, c'est logarithme de 2, ln de 2 sur 2 fois K. D'accord. Et effectivement, du coup, je n'ai pas fait l'application numérique, donc je ne peux pas vous répondre. Oui, mais dans la feuille d'exercice, vous aviez déjà mis la solution. Mais... Et effectivement, j'ai regardé de l'autre côté, donc voilà. Bon, donc vérifiez que ça marche. Donc, il faut bien diviser par 2, sinon vous aurez la moitié qui manque. Alors, Pauline. Alors, un petit instant, Pauline. Voilà, normalement, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez? Pas très fort. Rapprochez-vous du micro. Alors, j'avais une question parce que dans la question 1, pour la correction, vous n'avez pas, quand il y a K1 sur K2, Oui. vous n'avez pas mis exponentielle EA. Je ne sais pas comment expliquer, mais dans le cours, on avait mis que K1 sur K2. Effectivement, c'est une erreur. J'ai rédigé ça très, très, très vite. Et effectivement, c'est une erreur. Et du coup, en dessous, c'est ln de K1 C'est sur ln, K2. oui. Il faut prendre ln de K1 sur K2, qui est égal à ça. Oui, vous pouvez du coup oublier l'exercice 5, il n'y avait que des erreurs là-dedans. Oui, le ln qui est parti.
Mais c'est parce que comme ça, vous pouvez voir vous-même les erreurs. Ça permet de vérifier que vous suivez. Bravo, Pauline. Donc effectivement, c'est l'expression que j'avais dû mettre dans le cours aussi. Les valeurs numériques, par contre, sont les bonnes. Hein. Oui. J'ai bien tapé sur ma calculatrice, mais c'était juste le LN. Bon, bah bien vu. C'est bon. Oui. Alors, je coupe la parole, Pauline. Voilà. Alors, on passe ensuite à l'exercice 6. Alors, les 6 et 7 étaient un petit peu plus délicats dans la mesure où ça faisait appel à des gaz. Et donc, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, sur l'exercice 6, la particularité, c'était que le nombre de moles de gaz était constant dans cette réaction. Donc, attention, dès que vous avez affaire à des réactions en phase gaz, dans le tableau d'avancement, il faut rajouter une colonne où vous faites le total du nombre de moles de gaz. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous permet de faire le lien avec la pression. La pression du système, elle est donnée par la loi des gaz parfaits et elle fait appel à le petit n qui intervient dans la loi des gaz parfaits, c'est le nombre total de moles de gaz. Donc ici, dans cet exercice, c'est 2n0 et c'est constant. Ensuite, donc l'hypothèse ordre 2, ça conduit à la loi cinétique qu'il faut savoir établir. Donc je vous l'ai parachuté dans cet exercice, mais vous devez savoir établir à partir de moins d de hi sur dt égale k fois hi au carré. Donc c'est les proportions stoichiométriques, c'est un des cas que vous avez dans le cours. Et attention, il ne faut pas vous mélanger avec la compréhension de la question. On vous dit qu'on mesure le temps au bout duquel le tiers de hi a disparu. Donc, il faut bien le traduire. Ça veut dire qu'il en reste les 2 tiers. Un tiers a disparu et il en reste 2 tiers. Question de Juliette, peut-on raisonner en concentration et pas en quantité de matière? Alors, pour la loi cinétique, elle est établie en concentration. Dans la loi cinétique, c'est 1 sur concentration de hi. En revanche, pour les gaz, le tableau d'avancement, il faut faire apparaître les quantités de matière. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser la loi des gaz parfaits. Mais dans tous les cas, à la fin, vous aurez le volume qui intervient, donc ça se simplifiera. La concentration, c'est un nombre de moles sur un volume, et là, le volume est constant. Et dans le tableau d'avancement, faites bien apparaître les quantités de matière pour exprimer la pression. Et après, dans l'expression de la pression, vous voyez apparaître des quantités de matière sur un volume. Ça correspond à une concentration. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, la loi cinétique, elle est à retrouver avec les outils du cours. Et après, il faut exploiter le tableau qui est fourni, le tableau de valeur qui est fourni. J'en remets sur le chat. Voilà. Donc, on traduit l'information sur le temps qui s'appelle T1 tiers. À T1 tiers, la concentration de hi, c'est égal à 2 tiers de la concentration initiale. Et après, je le traduis avec les nombres de moles et le volume. Et ensuite, on reporte chaque concentration dans la loi cinétique. On simplifie, ça se simplifie très très bien. Et on obtient ici une loi qui est donc RT sur P0 égale K fois T 1 tiers. Donc, cette loi, c'est la loi qu'il faut vérifier. Vous avez une série de mesures avec P0 et T 1 tiers. Il faut vérifier que l'un est inversement proportionnel à l'autre. Donc, vous pouvez par exemple tracer 1 sur P0 en fonction de T1 tiers ou P0 en fonction de 1 sur T1 tiers, enfin comme vous voulez. C'est comme vous voulez, mais après, si vous ne faites pas le même tracé que celui que j'ai fait, ça change la valeur de la pente. K ne sera pas exprimé de la même façon avec la pente. Donc, il faut vous adapter. Donc, toujours pareil, les conclusions sur les exercices de cinétique, c'est vous regardez d'abord si les points sont alignés. Ça permet de valider la loi cinétique que vous avez utilisée pour tracer ça. Et ensuite, la pente vous permet d'avoir la constante de vitesse. Dans cet exercice, il y a une grosse difficulté sur les unités. Donc les unités, attention, quand on vous donne des pressions et que vous voulez en sortir des concentrations en mol par litre, ce n'est pas immédiat. Donc si vous utilisez les unités internationales, c'est Pascal pour la pression. Donc, déjà, il faut convertir en Pascal. Pour les nombres de moles, c'est des moles, il n'y a pas de souci. Pour les volumes, c'est des mètres cubes. Et pour les températures, c'est des Kelvin.
Donc, si vous isolez une constante de vitesse de tout ça, l'unité de la concentration qui va avec, c'est des moles par mètre cube et pas des moles par litre. Donc, après, il faut convertir. Donc, moi, je vous l'ai converti avec des moles moins 1 litre. Mais si vous mettez tout en unité SI, vous avez K en mol moins 1 mètre cube, seconde moins 1. Ça va là ce que je vous raconte sur les unités? Mettez une petite couleur sur votre statut pour si vous avez compris. Bon, certains ont compris, c'est mieux que rien. Et enfin, le dernier exercice. Alors, l'exercice 7, c'est un exercice avec suivi de pression, donc c'est un exercice classique. Il n'est pas présenté de la façon la plus simple, hein, c'est ce que je vous ai mis à la fin. Donc, le départ, c'est exactement comme pour l'exercice précédent, c'est-à-dire que vous écrivez votre réaction, vous faites votre tableau d'avancement, vous rajoutez la colonne nombre total de moles de gaz, et ensuite, vous regardez le rapport avec la pression. Donc, dans cet exercice, le nombre de moles de gaz augmente au cours de la réaction. On passe de N0 et on finit à 2N0. Donc la pression augmente. Et du coup, il paraît utile de suivre la pression au cours du temps pour avoir une idée de la réaction. Donc la loi cinétique à retrouver, pareil. Donc là, je ne l'ai pas rajoutée, mais il faudrait la retrouver. Donc l'objectif, c'est de déterminer le rapport A0 sur A, ou l'inverse d'ailleurs, en fonction de P0 et P. Donc, à ce stade, on l'a avec les quantités de matière. Donc, le rapport des concentrations, c'est pareil que le rapport des quantités de matière. Et il faut l'exprimer en fonction des pressions P0 et P. Donc, les outils, c'est les outils qui sont dans la dernière colonne du tableau. On peut exprimer P0 et P en fonction de N0 et Xi. D'ailleurs, je vois que sur le 2, il manque un N0. C'est P égale N0 plus Xi RT sur V. On ne voit pas d'où sort le N sinon. Donc, corrigez, là, il y a un... Hop, ici. C'est N0 plus Xi. Alors, je ne peux pas vous écrire Xi avec ce truc-là. Hein. Je ne saurais même pas comment. Allez, Xi. Allez, je vous l'écris comme ça. Donc, une fois que vous avez établi la loi cinétique, il y a beaucoup d'exercices où on va vous guider, c'est-à-dire qu'on va vous donner l'expression à établir. Dans ce cas-là, c'est facile. Vous partez de la fin. Si l'exercice vous donne, il vous donnera l'expression qui est ici, par exemple. Non, ça ne marche pas ici. Alors, hop, c'est là. Hop. Donc, l'exercice, imaginons qu'il vous demande d'établir ça, bah, vous exprimez P0 et P, et normalement, ça sort tout seul. Si on ne vous le donne pas, donc là, j'ai fait comme si on ne l'avait pas donné, et ben, on le fait soit par une méthode systématique, on isole N0 et Xi à partir des outils 1 et 2, soit on fait une méthode plus intuitive, on fait apparaître dans cette expression N0 sur N0 moins Xi, on fait apparaître N0 plus Xi. Pourquoi on le fait apparaître? Parce que c'est lui qui intervient, qui est proportionnel à la pression. Donc, on le fait apparaître. Là, j'ai ajouté N0, enlevé N0. J'ai fait un petit peu de ménage et je vois apparaître 2N0 moins N0 plus Xi. Enfin, je ne le vois pas apparaître, je l'ai fait apparaître. Nuance. Donc, la loi cinétique, du coup, à ce stade, qui est encadré, c'est la loi cinétique avec les pressions. Et pareil, après, on linéarise, donc on peut tracer ln de P0 sur 2P0 moins P en fonction de KT. Quand vous formulez la réponse, vous dites bien, on peut tracer ln de P0 sur 2P en fonction de T, et vous ne dites pas, on trace KT. D'accord ? Dans la colonne du tableau, ce qu'on utilise pour tracer Y, c'est la colonne des pressions. Et donc, on trace ln de P0 sur 2P0 moins P. Le fait que ce soit égal à K fois T, ce sera vérifié par le graphe. Il ne faut pas dire au départ, je trace KT. T, vous le mettez en abscisse et vous ne vous en servez pas pour tracer l'ordonnée. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez,
On a fait à peu près le tour. Je vous ai envoyé normalement sur le drive et par mail le chapitre qu'on verra demain. On change de partie. On va poursuivre la partie thermodynamique physique. Voilà, merci de votre attention et puis je reste en ligne un petit moment pour si vous avez des questions, n'hésitez pas.